52 minutes, voilà le temps qui nous est imparti pour analyser et décrypter les principaux sujets de l'actualité en Côte d'Ivoire cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse grand format de ce vendredi 7 novembre 2025. Au menu de cette émission, trois principaux sujets ayant fait le chou gras de la presse ivoirienne cette semaine, du lundi 4 au vendredi 7 novembre 2025. La présidentielle 2025 dont les résultats définitifs ont été proclamés par le Conseil constitutionnel, donnant vainqueur le président sortant Alassane Ouattara, candidat du RHDP avec 89,77% des suffrages exprimés. Les élections législatives du 27 décembre 2025 auxquelles le PDCI-RDA a décidé de prendre part, contrairement à son allié le PPACI qui a choisi de ne pas y participer, va-t-on vers la fin du Front commun? Nous allons poser la question à nos invités tout à l'heure dans cette émission. Et dans cette même dynamique, le RHDP, le parti au pouvoir, a dévoilé la liste de ses candidats appelés à défendre les couleurs du parti pour conserver sa majorité présidentielle. Deux invités avec moi en plateau pour analyser et décrypter tous ces sujets. Beta, Michel, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Thierry Adama, bonsoir. Oui, bonsoir Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux des journalistes, des hommes qui suivent au quotidien l'évolution de l'actualité en Côte d'Ivoire. Messieurs, on va tout de suite entamer les discussions juste après cette transition. C'est désormais officiel, Alassane Ouattara a été déclaré définitivement réélu à la tête de la Côte d'Ivoire pour un nouveau mandat présidentiel de 5 ans par le Conseil constitutionnel à l'issue de la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel. C'était le mardi 6 novembre 2025. Voyons à présent comment la presse ivoirienne a traité cette information. Le quotidien Le Bélier, dont le directeur fondateur Michel Beta est avec nous sur ce plateau. Présidentiel 2025, Alassane Ouattara triomphe, la Côte d'Ivoire s'interroge. Michel Beta, de quelle interrogation parle-t-on exactement? Oui, mais nous avons suivi un peu tout le processus électoral parce que souvent les gens ont tendance à croire que les élections c'est le vote, alors que les élections ont tout un processus. Il y a eu l'exclusion de certains candidats, il y a eu les appels à manifester, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts autour de ces élections-là. Il y a eu tellement de tensions, la peur qui a gagné nos populations. Aujourd'hui, quand une personnalité sort de ces élections-là, elle est élue, elle est proclamée gagnante. On a tout en droit de s'interroger que vont devenir les revendications des uns et des autres, que vont devenir les clivages qui ont été creusés autour de ce processus électoral, que va devenir la commission qui est en train de conduire ce processus électoral, que vont devenir même ceux aujourd'hui qui ont participé à ces élections-là, et ils ont vu leur score, ils se sont interrogés. Tout cela, on peut tout naturellement s'interroger. Quels seront les défis auxquels ce nouveau élu-là fera face? Voilà. Alors Thierry, est-ce qu'on a à s'interroger, à se poser toutes ces interrogations après cette présidentielle, la commission électorale, tout ça? Et tout d'abord, je voudrais féliciter le président Alassane Ouattara pour cette brillante victoire et toute son équipe, l'équipe qui l'a accompagné et puis surtout la structure de communication qui a accompagné cette campagne. Et s'interroger, je dirais, bon, ça c'est quand même surprenant pour ceux qui savent combien de fois
le RHDP a préparé ces élections. Pour moi, on ne doit pas s'interroger par rapport à cette victoire, sur cette victoire, puisqu'elle a été préparée sur des années. Donc cette victoire, pour moi, c'était déjà quelque chose qui devait arriver. Donc pour moi, il n'y a pas à s'interroger. Mais je voudrais dire que ce que mon aîné vient de dire concernant l'exclusion de certains candidats qui l'amènent à s'interroger sur la victoire du président Alassane Ouattara, je dirais qu'il n'y a pas eu d'exclusion, d'autant plus que tous les candidats ont présenté leur dossier et la CEI, plutôt le Conseil constitutionnel, a tranché. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'exclusion. Sauf que on ignore, ou bien, sauf qu'on décide de mettre... on décide de ne pas reconnaître le Conseil constitutionnel. Si on reconnaît le Conseil constitutionnel, pour moi, il n'y a pas eu d'exclusion. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. On va rester avec vous pour voir la une de votre journal, RHDP 24. Vous avez plutôt mis en avant le secret de la victoire d'Alassane Ouattara. On le voit à l'écran. Le secret de la victoire d'Alassane Ouattara que vous qualifiez d'historique. De quel secret s'agit-il? Et qu'est-ce qui rend cette victoire historique selon vous? D'abord, les secrets. Pourquoi les secrets? Comme je viens de le dire dès l'entame, parce qu'il y a eu une préparation minutieuse de ces élections. Et si vous vous rappelez, lors de l'un de nos plateaux ici, j'ai eu à dire que ces élections ont été préparées depuis plus de 4 ans en arrière. Et vous étiez étonné. Bon, je vous ai expliqué combien de fois le RHDP préparait ces élections. Et donc, dire quoi? Pour dire que ces élections sont, pour répondre à la deuxième question... Qu'est-ce qui rend cette victoire historique? Historique, d'abord, de par le score, 89%, 89,77%, autant pour moi. De ce score, déjà, c'est historique. Parce que si on doit voir, si on doit révisiter le score des différents... En 2020, Ouattara a fait plus que ça. Oui, en 2020, il y avait seulement M. Kakabe qui était avec Ouattara. Et cette fois-ci, il y avait 4 autres candidats qui étaient sur la liste contre M. Ouattara. Mais il a eu 89,77%. Il y avait 2 candidats, hein? Oui, 3. En 2020, on avait le président Ouattara, on avait Kakabe, on avait Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan sur la liste. En tout cas, sur le bulletin, il y avait tous ces candidats. Mais Affi-N'Guessan et ils ont désisté. Konan Bédié ont appelé à boycotter. Et donc finalement, c'est le président Ouattara et Kakabe qui ont compétit. Exactement. Et le président Ouattara est sorti, je crois, avec 94%. 94%, exactement. Voilà. Donc, sur cette base, je dirais c'est Kakabe qui était en face du président Alassane Ouattara. Donc cette fois-ci, il y a eu 4 candidats en face du président Alassane Ouattara. C'est ce qui rend historique cette victoire. D'accord. Béta Michel, peut-on la qualifier d'historique cette victoire? Non, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas donner, au statut qui n'existe pas. Les candidats qui ont été choisis par le président Ouattara pour compétir avec lui, ils représentent quoi sur le plan local? Ils n'ont même pas d'élus. Ils ne sont même pas des députés. Et il y a un seul qui est député, Jean-Luc Bion, qui a perdu même l'appareil avec lequel il a été élu. Et qui a perdu aussi dans sa localité. Voilà le soutien de l'appareil qu'il avait élu en tant que député, c'était le PDCI. Donc il partait seul avec des entités qui n'ont pas d'élus, qui n'ont même pas des élus locaux. Mais vous pensez qu'à ce rythme-là, il est le seul qui est candidat sortant avec tous les moyens de l'État, avec tout l'armada du RADP et ses députés, il est le seul qui a l'appareil de son parti. Il va contre des entités qui n'ont même pas l'appareil de leur parti et qui ne représentent pas grand-chose au plan électoral. Donc c'est tout à fait normal qu'il s'en sorte. Moi je pense que même il n'y a pas de mérite même pour le président Ouattara dans cette élection. Il n'y a aucun mérite. Il a choisi ses adversaires. On s'y attendait, on n'est pas surpris, il a gagné. Mais c'est pourquoi d'où l'interrogation que nous avons. Sinon, c'était pour les élections, on savait naturellement que cette élection-là ne pouvait pas échapper au président Ouattara. D'autant plus que ses adversaires ne faisaient même pas le poids. Donc, il n'y a pas de qualificatif dithyrambique pour qualifier ça que c'était une élection jouée d'avance.
C'était une élection d'avance. Et vous avez dit que c'est une victoire sans mérite. Sans mérite. Je crois qu'il y a le confrère de Génération Nouvelle qui a écrit dans ce sens. On va voir la une de ce journal en ligne. Abonné aux élections Koucha, Ouattara, un brave au triomphe sans gloire. Je crois bien que c'est ce dont parle Beta Michel tout à l'heure. Thierry, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'on peut dire que Ouattara est un brave au triomphe sans gloire? Je n'ai pas la même lecture que mon cher confrère Beta Michel. Et je dirais que lorsque M. Beta Michel dit que Ouattara a choisi ses adversaires, je pense que c'est un mépris à l'égard du Conseil constitutionnel. C'est une insulte à nos juristes, à ces braves juristes qui sont au Conseil constitutionnel, ou même une insulte à nos institutions. Non, je reviens, vous aurez la parole. Oui. Nous sommes dans un pays démocratique où se trouvent des institutions républicaines qui ont décidé de trancher, de déclarer des candidats suite à des dossiers qui ont été déposés. Il y a des principes dans chaque élection, quel que soit le domaine, disons dans la vie même, il y a toujours des principes pour vivre. Même pour être journaliste ici, il a fallu que vous, je dirais le directeur, celui qui vous a recruté, il s'est basé sur des principes pour pouvoir vous recruter ici. Donc c'est tout à fait normal. On ne peut pas prendre un vendeur de bananes dans la rue pour venir le mettre ici pour qu'il soit journaliste. Vous avez eu des diplômes. Il y a un critère. Donc si ces critères ne sont pas respectés, on ne peut pas vous recruter. Donc c'est pareil aussi pour les élections. Donc pour moi, j'aurais souhaité que mon cher aîné, Beta, retire ce mot en disant que Ouattara a choisi ces élections. Soit c'est une méconnaissance du processus électoral de sa part, ou soit il le fait sciemment pour essayer de mettre en mal les institutions de la République. Pour moi, Ouattara n'a pas choisi ses adversaires, sauf ceux qui méritent d'être candidats ont été choisis par le Conseil constitutionnel. C'est ce que je voudrais dire. Et donc, ces candidats qui ont été en face du président Alassane Ouattara, il les a battus. Et donc, pour moi, ils méritent... Cette victoire est vraiment méritante. Oui. Oui, vous savez, l'histoire récente de notre pays témoigne qu'il faut avoir le triomphe modeste. Vous savez, le président Ouattara, en 2000, il n'a pas été retenu pour être un candidat à la présidentielle. Et c'est une institution qu'il a retenue, qu'il a fait. C'est une institution, la plus haute institution de l'époque, qui a dit que Ouattara ne peut pas être candidat. Donc Ouattara ne pouvait même pas candidater pour être président de la République en Côte d'Ivoire ici. Parce que l'institution l'avait écarté. Comment y a-t-il fait pour être encore candidat et puis gagner une élection? C'est parce qu'il y a eu des arrangements. C'est parce que on tordu le cou à certains principes. C'est pourquoi il en est là. Aujourd'hui, quand on dit que le président Ouattara a choisi ses adversaires, mais attendez, vous pensez que ceux qui ont été exclus de ce processus-là, ils ont été exclus par quels moyens? Mais attends, vous pensez que leurs partisans vont l'accepter? Mais il faut arrêter ça un moment. Moi, je dis aujourd'hui, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme quelqu'un l'a dit, c'est un braquage électoral. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est un braquage électoral. Mais c'est un fait, on prend acte et on cherche à avancer. C'est ce que certains partis, comme le PDC, ont choisi de faire. C'est ça. Parce qu'en fait, hier, c'est lui-même qui se disait exclu. Il s'est battu avec ses partisans. Mais c'est la loi qui l'excluait. Ce n'était pas des individus qui l'ont exclu. Aujourd'hui, quand d'autres sont exclus par cette même loi, vous dites non, c'est normal parce que c'est la loi qui les exclut. Non, il faut savoir mesurer les choses. Beta Michel, quand vous parlez de braquage électoral, est-ce qu'un braquage électoral peut être salué par les grandes démocraties comme la France, les États-Unis, etc.? Vous savez, ça me fait un peu de la peine. Parce qu'on a vu après la proclamation des résultats définitifs, il y a eu une avalanche de félicitations. Ça me fait de la peine président Ouattara. Quand tu regardes un peu le paysage politique dans l'Afrique de l'Ouest. Tous ceux qui ont été sautés par des coups d'État là, c'était les présidents élus. Mais ils ont eu le mérite d'avoir les félicitations de la communauté internationale.
Mais après ça n'a pas empêché que le climat politique là-bas se désagrège. Il faut quand... Bon, les gens ont les intérêts. Chaque pays marche selon ses intérêts. Conserver leurs intérêts avec le président Ouattara, avec la Côte d'Ivoire, ils se doivent d'avoir un regard courtois vis-à-vis de ce pays-là. Donc, si le pays a proclamé un élu, ils vont l'adouber, ils vont le saluer. Mais je vais dire pour nous-mêmes, notre démocratie, quand cette démocratie est piétinée, quand cette démocratie est battue en brèche, au point qu'on traite notre régime de autocratique, mais il faut qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des candidats, et nous savons que ces candidats qui ont été retirés de la liste là, c'est ceux qui pouvaient talanquer le président Ouattara. Naturellement, c'est eux qui avaient des partis politiques solides, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, mais c'est ceux-là qui sont exclus. Et ceux qui n'ont même pas d'entité sont retenus. Mais comment on peut juger ça? Vous avez dit non, c'est la justice. Bon, bref, moi je ne veux pas trop m'apaisantir sur ces questions, mais je dis pour construire une nation, il faut qu'on ait le mérite de dire ce qui est. Parce qu'on veut construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie, on ne nous cite pas. Dans la sous-région, on cite le Sénégal, on cite le Ghana, on cite même le Nigeria. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines règles sur que nous piétinons. D'accord. Nous piétinons, malheureusement. Thierry, oui. Que dites-vous de ces félicitations reçues par le président Alassane Ouattara? Donc je dirais pour ces félicitations et à l'adresse du président Alassane Ouattara est vraiment la preuve de la vitalité démocratique ici en Côte d'Ivoire. Puisque il n'est pas donné à tous les présidents d'être félicités. Après une élection, il n'est pas donné à tous les présidents d'être félicités. Une fois que le processus est bâclé, c'est sûr et certain qu'on ne vous félicite pas. Et si on vous félicite, et même le président des États-Unis a félicité le président Ouattara, c'est l'une des preuves qui atteste que la démocratie est en marche en Côte d'Ivoire. Pour revenir à ce que M. Beta vient de dire concernant l'élimination ou bien ce qu'il a appelé comment on appelle ça, l'élimination abusive des présidents comme Tidiane Tiama et M. Laurent Gbagbo. Moi, je voudrais lui poser la question. Soit on décide de piétiner la Constitution, ou soit on décide de faire plaisir à tous les individus. Même la démocratie ne demande pas à ce qu'on fasse plaisir à tout le monde. La démocratie a ses règles. Et ces règles, nous devons la respecter. Ce n'est pas parce que, mon ami, moi je souhaite que M. Tidiane Tiama soit candidat que cela exprime la démocratie. La démocratie a ses règles. M. Tidiane Tiama, il a été éliminé par quelle loi? C'est une loi qui date depuis les années 61. Est-ce que les RHDP existaient en 1961? Vous allez me dire que non. M. Beta ne peut pas me dire le contraire. C'est une loi qui a été appliquée. Ce n'est pas M. Tidiane Tiam seulement qui a été victime de cette loi. Il faut qu'on soit honnête. D'accord. Ce n'est pas le fait de dire que non. Moi, je veux que M. Tidiane Tiam soit candidat, qu'il doit être candidat. Mais s'il y a des règles, il faut la respecter. D'accord, c'est bien compris. Messieurs, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Et là, on va s'intéresser au deuxième sujet de cette émission. On parlera de la décision du PPACI de ne pas participer aux prochaines élections des députés à l'Assemblée nationale, tandis que son allié, le PDCRDA, a annoncé sa participation. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Le débat, d'accord, pas d'accord. Personne bien éduquée ne peut pas parler de la médiocrité. Nous parlons de M. Tidiane Tiam, madame. Vous ne pouvez pas le dire. M. Tidiane Tiam, c'est vous le problème. C'est vous qui avez un problème. Comme dans une arène, nos invités ancrés dans leurs convictions tentent de convaincre les autres. Avec le débat, tout est dit, tout est su. Mais il y a des preuves où il a fait des achats. Ah bon, tu as des preuves? Ah bon, on achète avec la nationalité? Attendez-moi, je ne parle pas de nationalité. Il fait ses preuves, oui, mais tout le monde assume. Non, on assume. Vous voyez? Mais il n'a jamais dit non. Il y a un partisan du RHDP qui confirme ça. Tous les jeudis à partir de 18h.
bonsoir et bienvenue. Votre fête de l'actualité nationale et internationale. 2000 combien? Même pas un an, ça fait juste... Non, c'est pas maintenant. Ça fait juste 3 mois. Ça fait juste 3 mois. La question est... Suivez la revue de presse de l'Intelligent TV tous les jours à 7h30. Ça fait juste 2 ou 3 mois que le comité a été installé. A besoin de savoir certaines choses et qu'on ne lui sert pas ce savoir dont elle a besoin et qu'on lui demande d'aller idolâtrer un individu, c'est la conséquence qui est là. La revue de presse grand format avec des journalistes de tous bords pour des analystes pointus. Non, mais il a dit, il n'était pas pouvoir, mais il a dit dans l'opposition qu'il va rendre ce pays invernable. Donc je pense que c'est le pays invernable qu'il a créé. Tous les vendredis à 18h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allons, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand Tidi Blé Goudé, on commence à l'insulter. Tidi Gbagbo, on l'insulte ici. Simon, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communs. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. De retour en plateau pour la suite de votre magazine hebdomadaire, la revue de presse grand format pour décrypter et analyser les sujets qui font l'actualité de la semaine. Et là, nous allons nous intéresser au deuxième sujet de cette émission. Vous le savez, les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire concernent l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le PDCI a annoncé sa participation, tandis que le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, a choisi de ne pas y aller. On va voir le quotidien Tribune Ivoire, ce que ce quotidien nous dit à sa une. Législative 2025, Gbagbo mélange tout au Front commun. Thierry, est-ce que vous avez le sentiment que cette décision du PPACI bouleverse le fonctionnement du Front commun? Autrement dit, assistons-nous à la fin de cette alliance d'opposition. Mais avant, on va voir la une de l'Intelligent d'Abidjan de ce vendredi 7 novembre 2025. Le confrère nous dit ceci: du Front commun au Front fissuré, le PDCI RDA aux législatives sans le PPACI, point d'interrogation à la fin. Thierry. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais analyser le refus du PPACI de participer à ces élections sous 2 angles. Allez-y. Le premier, c'est que le PPACI est cohérent dans sa politique, puisqu'ils ont décidé de boycotter, ne pas reconnaître le 4e mandat, comme ils le disent, le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Donc c'est tout à fait normal de boycotter les élections législatives, de ne pas participer à ces élections législatives pour être cohérent avec ce qu'ils ont décidé en boycottant les élections présidentielles. Mais sur l'autre angle, je trouve que c'est un suicide politique du PPACI. Pourquoi? Dans la mesure où le PPACI, d'abord lorsque un parti politique existe, lorsque ce parti politique participe à des élections. Mais si un parti politique qui ne participe pas à des élections décrète sa propre mort. Qui se souvient encore de l'USD, du professeur Zadi Zaouri? Qui se souvient encore du PIT du professeur Vaudier? Tout simplement parce que ces partis ne participent plus à des élections. Si le PPACI, si j'ai bonne souvenance, depuis 2021, c'est en 2023, ils ont participé à une élection. Déjà, ne pas participer à des élections, le PPACI est en train de créer sa propre tombe. Et le PPACI risque de se suicider politiquement. Donc pour moi,
vraiment, ça a été une mauvaise décision du PPACI de ne pas participer à ces élections. Alors, Beta, est-ce que cette décision, comme l'a dit le confrère, est-ce que ça mélange tout au Front commun? Est-ce qu'on doit s'interroger sur l'avenir du Front commun, puisqu'on a une entité qui a décidé de participer à cette élection et l'autre entité a décidé de ne pas y aller? Bon, avant d'en venir au Front commun, je voudrais d'abord préciser une chose. Vous savez, le PDCI, c'est un parti qui n'a jamais boycotté d'élection. Depuis 2000, depuis Soufoué, le PDCI a participé à toutes les élections. Mais le PDCI n'a pas participé à la présidentielle en 2020. En 2020. À la présidentielle en 2025. Non, ils étaient candidats. C'est-à-dire que ne pas participer, c'est ne pas être dans le starting bloc. Certains diront aussi que le PDCI avait la possibilité de présenter notre candidat, mais le PDCI non, la question n'est pas là. Le PDCI a participé à toutes les élections. Ce n'est pas comme le RDR, je vais parler du parti d'Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, qui a boycotté les législatives parce que son candidat n'avait pas été retenu. Bien que le président du PDCI n'ait pas été retenu, il a choisi de participer à ces législatives-là. Alors que, au regard des tests de loi de notre pays, on aurait dû faire la RLE avant même cette année, mais on ne l'a pas fait. Mais pour dire que le Front commun c'est un programme dans lequel les entités sur lesquelles les deux formations se sont entendues sont bien rédigées. Il s'agit de lutter pour un processus électoral équitable. Il s'agit de faire en sorte que les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Il s'agit de différents autres points. Mais il ne s'agit pas d'une communauté de gouvernance. Il ne s'agit pas d'un front commun de gouvernance. La gouvernance de chaque parti appartient au parti politique lui-même. Donc le PDCI, dans sa démarche de gouvernance, a participé depuis toujours qu'il est PDCI aux différentes élections. Il ne peut pas se retirer de celle-ci. Alors quand vous dites que l'un des combats de ce Front commun est vraiment de demander que le processus soit équitable, est-ce que le PDCI, en acceptant de participer à cette élection, donne du quitus à l'équité de ce processus électoral? C'est pas parce qu'on critique qu'on n'y participe pas. On peut le critiquer et pleinement y participer. Ça, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas laisser les entités, on ne peut pas laisser la vie politique à une seule entité sous prétexte qu'elle a barricadé tout. Non, c'est ça même qui fonde la bataille, qui fonde la légitimité de la bataille. C'est pourquoi le PDCI a eu un candidat à la présidentielle, bien il a été retiré par des mécanismes dont ceux qui l'ont éliminé savent très bien pourquoi. Ils ont été arbitrairement éliminés. Mais le PDCI est dans sa logique. Le PDCI participe au présidentiel, le PDCI participe aux législatives. Maintenant, moi je respecte la position du PPACI. Ils ont estimé que certaines conditions ne sont pas réunies pour qu'ils y aillent. Ça, c'est leur point de vue. Mais en même temps, l'interrogation que je me pose, je me dis, bon, finalement, on assiste à une radicalisation des postures politiques. Parce que le président Ouattara, qui avait la possibilité de tendre la main aux autres entités qui ont été exclus de la présidentielle, continue sur sa lancée d'aller aux législatives sans un minimum de consensus. Mais, bon, donc, il décide d'aller pendant que d'autres décident de le boycotter. Donc, on se demande quel mécanisme reste-t-il à ceux-là, comme hier, comme lui boycottait aussi les législatives. Parce que hier, il a boycotté les législatives, il ne faut pas oublier, en 2001. Le RDR du président Alassane Ouattara a boycotté les législatives. C'était en 2000, pardon. Juste après l'élection présidentielle. Il a boycotté les législatives. Donc, quel s'il lui reste maintenant pour arriver au pouvoir? Parce que c'est par des élections qu'on peut arriver au pouvoir. En prenant des parcelles de pouvoir, d'abord aux législatives, aux municipales, et puis à la présidentielle. Donc, quand les positions les clivages se dessinent comme ça, il faut faire un effort pour arriver à un dialogue. Parce qu'il ne nous reste plus d'autres alternatives en dehors des élections que l'affrontement. D'accord. Alors qu'il faut éviter par tous les moyens l'affrontement. D'accord. Alors, monsieur, on va écouter Laurent Gbagbo, le président du PPACI, qui donne quelques raisons qui ont motivé cette décision de ne pas participer à cette élection présidentielle, à cette élection de députés. C'était lors du comité central du parti. C'était hier, jeudi 6 novembre 2025. On l'écoute et on revient. Déposer les dossiers, les 12, ce n'est pas sérieux.
ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Je pense que s'apprêter le 12, bon, il y en a même qui ont envie d'aller aux élections, mais qui ne peuvent pas être prêts le 12. S'apprêter le 12 pour aller en décembre, c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu. C'est couvrir les blessures et les morts qui ont eu lieu d'un linceul dédaigneux, d'un linceul dédaigneux. Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Bon, sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas. Alors Thierry, comment vous analysez ces raisons qui ont été évoquées par Laurent Gbagbo pour décider de ne pas aller à cette élection? Tout d'abord, je voudrais j'ai vraiment apprécié le punchline qu'il a adressé à son partenaire du Front commun. C'est à quel niveau? Lorsqu'il dit qu'il y a des gens qui ont décidé de cautionner cette forfaiture. Exactement, il dit aller à cette élection, c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu. Exactement, donc vraiment j'ai vraiment apprécié. Le PPACI est dans cette dynamique alors, c'est ça? Bon, il est dans sa dynamique, je pense que ils sont cohérents, comme j'ai eu à le dire dès l'entame, ils sont cohérents quand même dans leur démarche politique. Sauf que c'est un danger pour le PPACI de ne pas participer à ces élections. Il avait souhaité le report des élections législatives. Lorsque on se réfère au passé, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, en 2010, le PPACI, suite à l'élection que lui-même il a qualifiée de calamiteuse. C'était en 2000. En 2000, autant pour moi, en 2000, et il y a eu les élections en décembre aussi, malgré les morts. Malgré tous ces morts, il y a eu des... C'est une date constitutionnelle. Justement. Donc si M. Laurent Gbagbo me dit aujourd'hui que le délai imparti pour l'organisation de ces élections justifie son retrait de la course, de ces législatives, je ne trouve pas ça légitime. Je ne trouve pas ça vraiment fondé. Qu'il nous donne les raisons qui ont fait qu'il veut se retirer de ces élections. Ces raisons sont très claires. Simple que le PPACI n'a pas actuellement, je dirais, ils n'ont pas une assise politique pour justifier, disons, pour pouvoir gagner des postes législatifs. C'est ce qui justifie de façon subtile ce retrait. Il aurait dû le dire de façon officielle. Mais il est passé par... C'est un peu pour éviter un débat. Exactement. C'est pour éviter l'échec cuisant qui s'apprêtait à être vu sur le terrain. Alors, Beta, est-ce que vous pensez que c'est la raison fondamentale qui... Non, il a évoqué... C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Non, il a évoqué les raisons. Il a dit qu'après ces élections calamiteuses qui viennent de se dérouler, cette forfaiture, il n'était pas décent, selon lui, d'aller à ces législatives-là, parce qu'il a 1000 prisonniers, près de 30 morts. Il fallait d'abord faire le deuil de cela avant d'aller à ça. C'est ses raisons. Moi, j'ai dit, je respecte ses raisons. Mais pour ce qui concerne le PDCI, le parti de Tidjane Thiam, ils ont décidé d'y aller parce qu'ils ont une culture électorale. Selon Laurent Gbagbo, aller à cette élection, c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu. Oui, c'est pourquoi j'ai dit je respecte sa posture, mais je ne peux pas demander aux autres de faire comme lui. Parce que, en fait, le calendrier électoral est déjà dessiné, il est déjà écrit. Oui. Il faut le couvrir pour arriver à la présidentielle.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aux législatives, après nous partons au municipal, régional. Le PDCI veut être à toutes ces compétitions pour ravir le pouvoir au RADP. Et pour ravir le pouvoir, il faut déjà prendre des parts de pouvoir, que sont les législatives déjà, pour être un contrepoids efficace ou bien même dominer l'Assemblée nationale, pour être celui-là qui va imposer la bonne politique, contrairement à ce que le RADP a fait jusqu'à aujourd'hui. L'endettement excessif, tout ça, il faut les limiter. C'est des questions essentielles qui concernent la vie au quotidien des Ivoiriens. Donc c'est pourquoi le PDCI se dit, nous, il faut que nous soyons pour travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Maintenant, si le PPACI, son allié, parce qu'ils n'ont pas encore rompu l'alliance, décide de ne pas y aller, il va respecter sa posture, mais lui, il ira, parce qu'il est engagé pour des élections. Voilà, ça n'engage que ceux qui ont décidé de ne pas... Alors, Abidjan 24 qu'on va voir à l'écran, dans sa parution de ce vendredi 7 novembre 2025, on nous dit ceci: élection législative 2025, le PPACI signe forfait, un parti affaibli et victime de ses propres turpitudes. Thierry, oui. Le fait que le PPACI, si on veut s'en tenir, on veut se tenir à ce que cette une nous dit, oui. Ce forfait, est-ce qu'il arrange le PDCI et RDA dans cette cause? Est-ce que ça ne complique pas les affaires du PDCI et RDA dans sa volonté de conquérir plus de sièges à l'Assemblée nationale? Bon, je dirais, sur le plan en allant dans leur démarche de fonds commun, je pense que ça peut handicaper un peu le PDCI lors de ces élections. Surtout dans les localités comme Yopougon. Exactement. Qui constitue un enjeu. Les localités comme Yopougon qui constituent un enjeu vraiment majeur pour le RHDP. En tout cas, au niveau du RHDP, en tout cas, nous souhaitons prendre cette commune des mains du PPACI. Actuellement, c'est PPACI qui a... le PDCI. Le PDCI et puis le PPACI qui ont des députés au niveau de Yopougon. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de ravir ces postes des mains du PDCI et du PPACI. Donc, en décidant de ne pas aller, je pense qu'ils sont en train de compliquer la voie à leurs partenaires politiques, c'est-à-dire le PDCI. Donc, nous, ça ne peut que nous conforter dans notre position, ça ne peut que nous donner je dirais la voie, aller chercher le poste des députés du PDCI. Donc, ça ne peut que nous arranger. Beta, est-ce que Yopougon, c'est une localité qui est en train d'échapper au PDCI, qui, il faut le dire, a des députés là-bas? Oui, c'est vrai qu'on était allé là-bas en alliance. Hein, c'est pourquoi le PDCI et le PPACI ont pu remporter les sièges. Mais en ce temps, je crois que c'était EDS. Oui, c'était EDS à l'époque. C'était EDS. Voilà, c'était EDS. Donc, je veux dire que le PDCI a 62 sièges à l'Assemblée nationale sans le PPACI. Hein, ça, il faut le noter. Donc, le PDCI ne peut qu'accroître. Hein, il aurait souhaité que son allié vienne avec lui, parce que si son allié venait avec lui, c'était que dans des endroits, ils allaient faire front commun, mais chacun irait, quelque part, dans certains endroits, chacun irait de son combat. C'est ça. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'était souhaitable pour glaner encore plus et espérer vraiment pouvoir capter le maximum d'électeurs autour de ces élections législatives. Mais le PPACI a décidé de ne pas y aller. On ne lui en voudra pas. On ne lui en voudra pas, mais je crois que le PDCI a les moyens de remporter le maximum de sièges au regard de la situation que le RADP a imposée aux Ivoiriens aujourd'hui. Et la colère qui grogne dans le cœur de ces populations-là. Parce qu'elles se sont vues des promesses non tenues, beaucoup de promesses qui ont été non tenues, notamment concernant la cherté de la vie. Les Ivoiriens sont en train de ployer sous le coup de la cherté de la vie. On dit avoir réduit le taux de pauvreté, mais le chiffre réel de ce taux de pauvreté est plus élevé que ce qu'il était par le passé. Donc, vous voyez, c'est des réalités sociales. Et sur ces réalités sociales-là, le mécontentement grogne.
les déguerpissements et tout ça, c'est autant de mécontentements sur lesquels l'opposition pourrait tabler pour glaner le maximum de postes. Et je pense que c'est ce que le PDCI a compris. C'est pourquoi le PDCI s'est engagé. Et je pense que les Ivoiriens répondront présents à ces élections législatives-là pour donner la parole, pour donner la place au PDCI, pour être un véritable contrepoids au sein de l'Assemblée nationale. C'est bien noté. Vous voulez réagir? Bon, rapidement, avant qu'on ne parte à la pause pour revenir pour le troisième sujet. Bon, rapidement, je voudrais revenir sur quelques propos de mon cher aîné. Et parlant de la cherté de la vie, je lui laisse la responsabilité de cela parce que je sais que ce n'est pas la même opinion que les Ivoiriens ont de ce pouvoir de RHDP. Okay. D'accord, c'est bien noté. Messieurs, on va rester toujours ensemble sur ce plateau pour quelques minutes. On va marquer une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite et fin de cette émission. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Le débat, d'accord, pas d'accord. Personne bien éduquée ne peut pas parler de la médiocrité. Parce que nous parlons de M. Tidiane Thiam, madame. Vous ne pouvez pas le dire. M. Tidiane Thiam, c'est vous le problème. C'est vous qui avez un problème. Comme dans une arène, nos invités ancrés dans leurs convictions tentent de convaincre les autres. Avec le débat, tout est dit, tout est su. Mais il y a des preuves où il a fait des achats. Tu as des preuves ici. On achète avec la nationalité. Attendez-moi, je ne parle pas de nationalité. C'est privé, oui, mais tout le monde assume. Non, même on assume. Mais il n'a jamais dit non. Il y a un partisan du RHDP qui confirme ça. Tous les jeudis à partir de 18h. Bonsoir et bienvenue. Votre fête de l'actualité nationale et internationale. 2000 combien? Même pas un an. Ça fait juste. Non, c'est pas maintenant. Ça fait juste 3 mois. Non, ça fait juste 3 mois. Suivez la revue de presse de l'Intelligent TV tous les jours à 7h30. Ça fait juste 2 ou 3 mois que le comité a été installé. A besoin de savoir certaines choses et qu'on ne lui sert pas ce savoir dont elle a besoin et qu'on lui demande d'aller idolâtrer un individu, c'est la conséquence qui est là. La revue de presse grand format avec des journalistes de tous bords pour des analystes pointus. Non, mais il a dit, il n'était pas pouvoir, mais il a dit dans l'opposition qu'il va rendre ce pays invernable. Donc je pense que c'est le pays invernable qu'il a créé. Tous les vendredis à 18h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allons, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand tu dis Blé Goudé, on commence à l'insulter. Tu dis Gbagbo, on l'insulte ici. Simon, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes sur l'Intelligent TV et vous suivez la revue de presse grand format. C'est votre magazine d'information hebdomadaire sur les antennes de l'Intelligent TV pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission et là nous allons parler du RHDP qui a dévoilé la liste des candidats, de ces candidats à ces élections. On peut voir notamment au niveau d'Abobo, le ministre d'État, Teni Birahim Ouattara. À Yopougon, le RHDP a fait confiance au président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui va donc laisser son siège à Beauville, on va dire peut-être, qui sera récupéré par Demba Pierre, qui est le candidat du RHDP dans cette localité, et le vice-président Konek Timoko Meilet, candidat à Tafiré. Alors, le journal Le Susso, qu'on va voir de ce vendredi 7 novembre 2025, s'interroge sur le processus de désignation et évoque un choix verrouillé par les barons du parti, c'est-à-dire le RHDP,
Beta Michel, j'imagine, en tant qu'homme des médias, vous avez pris connaissance de la liste des candidats du RHDP. À l'analyse de cette liste, est-ce que vous partagez ce sentiment? Bon, vous savez qu'il n'y a pas eu de primaire. C'est un choix qui s'est fait au niveau de la direction. Donc, c'est tout à fait normal que, à ce niveau-là, on puisse s'interroger sur le processus de désignation et estimer que les barons ont dû verrouiller pour choisir ceux qu'ils préfèrent. Il y a une guerre de tranchées qui se livre au RHDP. Vous le savez tout autant que moi, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de discuter la succession du président Ouattara. Il est à son dernier mandat. Donc, la guerre de succession a commencé et ces législatives-là seront déterminantes pour que chaque clan puisse positionner ceux qui sont de son bord pour aller à cette guerre des tranchées qui va se jouer tout au long de ce mandat de 5 ans, de 5 ans que le président, le 4e mandat que le président vient de s'octroyer. Donc, comprenez que cette guerre de positionnement au RHDP va se lie dans le choix même des candidats. Mais moi, ce que je note, le RHDP, a couvert toute la Côte d'Ivoire par ses candidatures. Il est présent partout. C'est la preuve de son implantation. Non, c'est la preuve de ce qu'il a le pouvoir d'État. Et il utilise ça à des fins de partis politiques. Et ça, on l'a noté quand le président a pris l'hélicoptère du palais présidentiel pour aller faire campagne à Bandoukou, où il rencontrait des candidats, des militants pour sa campagne. Donc, il cherchait des moyens d'État et c'est normal qu'il ait toute sa représentativité partout. Bon, espérons que les Ivoiriens comprendront que c'est pas à ceux-là qu'ils doivent faire confiance, parce qu'après 15 ans de gestion, on a vu déjà leurs limites et il faut donner un nouveau souffle démocratique à notre Assemblée nationale. Et je pense que l'opposition, à travers le PDCI, peut jouer pleinement ce rôle-là. Alors Thierry, qu'est-ce qui fait la particularité de cette liste des candidats du RHDP qui a été rendue publique? D'accord. Avant de répondre à la question, je ne voudrais pas trop m'attarder sur certains dits de mon cher confrère Beta, parce que lorsqu'il parle de l'hélicoptère que le président a pris pour aller à Bandoukou, oui, c'est à Bandoukou, bien sûr, oui. Et je dirais que ça, c'est un fait que même dans les grandes démocraties, c'est... je vous en prie, les moyens de l'État. Lorsqu'on utilise, si vous avez bonne mémoire, même le président des États-Unis a eu à utiliser pas les moyens de l'État. On peut prendre un appareil de l'État, on peut prendre un appareil de l'État, ceci sera déduit des frais que vous avez utilisés. C'est possible. Non, je pense que voilà. Ceci est possible. Vous pouvez vérifier. Oui, d'accord. Voilà, on va revenir à la question. Voilà, je demandais à savoir, c'est quoi la particularité de cette liste? Justement, la particularité de cette liste, le RHDP s'inscrit dans une logique bien précise. Et comme j'ai eu 20 fois à le répéter ici, le RHDP, c'est un parti très structuré. L'objectif recherché de RHDP, c'est d'avoir la majorité des sièges au sein du Parlement. Donc, partant de ce fait, le RHDP a choisi les cadres du parti pour pouvoir avoir cette majorité. Donc, ils ont décidé de prendre les personnes qui ont déjà une assise politique dans leur région. Et même, disons des personnes qui ont des assises politiques qui sont emblématiques. Donc, c'est pourquoi le RHDP a décidé d'aller avec ces personnes. Et comme je le disais, le RHDP... Est-ce que, par exemple, Téné Birahima Ouattara, qui a été désigné candidat du RHDP à Bobo, est-ce qu'il a une assise à Bobo? Nationale. Pas à Bobo seulement. Il a une assise nationale. Mais ce sont les électeurs d'Abobo qui vont le lire. Je viens. Allez-y. Il a une assise nationale. Lorsque vous demandez en Côte d'Ivoire, personne ici en Côte d'Ivoire vous dira qu'il ne connaît pas Téné Birahima. Non seulement de sa compétence, on connaît sa compétence, c'est un homme très rigoureux. Donc, partant de là, vraiment, nationalement, sur le plan national, il est bien connu. Pourquoi le RHDP l'a choisi au niveau d'Abobo? Parce que le RHDP, mine de rien, Abobo reste le fief imprégnable du RHDP. Nous n'avons aucune erreur à commettre au niveau d'Abobo. Après les élections, il y a eu des bruits de bottes au niveau d'Abobo. Donc, pour respecter l'électorat d'Abobo,
le RHDP a décidé d'envoyer l'un de ses dignes fils à Bobo pour pouvoir ramener cette victoire du RHDP au niveau d'Abobo. Et même Yopougon, c'est pareil aussi. Donc, notre objectif, c'est d'avoir ces grandes communes significatives de la Côte d'Ivoire au sein du RHDP. C'est pourquoi nous avons décidé, le RHDP a décidé d'envoyer l'un de ses pions qui font gagner le RHDP. D'accord. Béta Michel, sur cette question du ministre d'État, Téné à Bobo. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous avez vu toutes ces difficultés à Féké, hein, devant les partisans de Soro. Ils ont dû reprendre l'élection, je crois que 2 fois, même il y a eu 2 fois l'élection. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on puisse le parachuter ailleurs. Parce que c'était à l'occasion des élections municipales. Il n'était pas candidat aux élections municipales. Non, mais c'était ses partisans qui étaient là. C'était ses partisans qui étaient là. C'était ses hommes qui étaient là. On se souvient que l'élection a dû être reprise. Si exactement, l'élection était, mais ce n'était pas lui qui était le candidat. Je dis c'était ses hommes. C'était ses hommes, des hommes qui soutenaient. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui on le ramène à Bobo. Le RHDP sait qu'à Bobo, depuis quelque temps, a basculé dans son scarcelle. Donc, il y met ceux qu'il estime être à mesure de maintenir cette hégémonie-là dans cette localité. Mais je pense qu'il appartient plutôt aux populations parce que j'ai vu l'arrivée de, comment il s'appelle, l'ancien député, là, proche de Soro, là, Tefou, qui n'a même pas été retenu. Ça, c'est un brin de colère dans son camp, certainement. Parce que celui-ci, il avait toute la latitude de gagner à Bobo, mais malheureusement. Mais est-ce que le fait aussi d'avoir quitté le RHDP à un moment ne... Oui, non, ça militant sa défaveur. Voilà. Ça militant sa défaveur. Mais je veux dire, toute la colère de ceux qui le soutiennent peut être exploitée par les adversaires du RHDP. On verra. Enfin, ces élections ne sont pas totalement jouées parce que aujourd'hui, avec le maintien du RHDP dans cette commune, on a vu un peu la baisse du taux de participation dans cette commune-là. Donc tout cela, bon, moi je veux voir d'abord les élections pour en juger de sa capacité à maintenir l'escarcelle d'Abobo dans les mains du RHDP. Alors Thierry, est-ce que vous qui êtes, on va dire, dans les arcanes du RHDP, est-ce que vous savez pourquoi Tefou Koné ne figure pas sur la liste à Bobo? Tout d'abord, on dit que je fais partie des arcanes du RHDP, c'est beaucoup trop dit. D'accord. Ce qu'il faut reconnaître, et je le répète et je vais le répéter encore, le RHDP est un parti très structuré. D'abord, nous avons le secrétariat exécutif. Après le secrétariat exécutif, nous avons le directoire. Du directoire, il y a le présidium. Donc, lorsqu'on décide, on présente les candidatures. Ces candidatures subissent ces différentes étapes jusqu'au présidium. Donc, là, c'est à partir de là, maintenant, on décide. On décide à partir des critères. Il y a des critères qui sont propres au RHDP. Donc, ces critères, lorsque vous ne les respectez pas, ce n'est pas pour décevoir un candidat, mais tout simplement, c'est pour dire que nous avons un objectif commun. L'objectif commun, c'est d'avoir plus de sièges au sein du Parlement pour pouvoir faire passer la politique générale du président Alassane Ouattara. Donc, c'est par rapport à tout cela, ces décisions ont été prises. Ce n'est pas pour léser ni l'honorable Tefou Koné, mais c'est pour dire tout simplement que nous avons des règles à respecter. Alors, voyons cette une pour terminer avec ce sujet sur la liste des candidats du RHDP, avec le journal Le Matin, boosté par le plébiscite du président Ouattara, législative vers une razzia historique du RHDP. Béta Michel, vous le voyez? Le président Ouattara est là depuis 15 ans, hein. Ouais. Donc son élection n'est pas nouvelle. Voilà. Donc si c'est ça qui doit booster la razzia, je doute fort. Parce que, écoutez, après 15 ans de pouvoir, on est censé avoir atteint certains objectifs, ce qui n'est pas le cas pour le président Ouattara. Il nous avait promis l'émergence à l'horizon 2020, il n'en parle même plus. Il nous a promis une Côte d'Ivoire solidaire de 2020 à 2025, on est plus que divisé. Aujourd'hui, les clivages sont visibles et la Côte d'Ivoire même est en train de s'enfoncer dans une autre crise qui ne dit pas son nom. Elle est lafée, on la voit. Aujourd'hui, il y a un camp qui s'est braqué carrément contre son mandat, qui dit ne pas reconnaître son mandat. Donc on est en train de nourrir les différents ingrédients pour sombrer encore dans une autre crise
qu'il faut redouter. Donc, moi, je ne crois pas que les Ivoiriens pourront faire confiance encore aux élus du RADP pour leur accorder de pouvoir diriger l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas ces 15 dernières années, et on a vu les résultats qui ne sont pas du goût de nombreux de nos populations. La preuve, lorsqu'on a voulu faire la carte d'identité gratuite, c'est les députés RADP qui ont refusé cela. Au point que même quand on instruit des dossiers au sein de l'Assemblée nationale qui concernent le peuple, souvent c'est les oppositions du RADP qui ne font pas prospérer cela. Donc les Ivoiriens comprendront qu'il faut qu'ils donnent une majorité à une autre entité pour que l'Assemblée nationale ne soit pas une simple caisse de résonance pour le pouvoir, mais un vrai contre-pouvoir pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer les droits de l'homme, pour faire avancer la lutte contre la pauvreté. D'accord. Thierry, oui. Vous terminez avec ce sujet avant d'aller un peu plus loin dans cette émission. D'accord. Mon cher René, il est bien dans son rôle lorsqu'il critique le pouvoir RHDP, je le comprends. Mais c'est faux. Il donne son avis. Oui, c'est son avis, c'est ce que je suis en train de dire. Il est dans son rôle, il est en train de faire son rôle d'opposant, c'est tout à fait normal lorsqu'il dit des choses qui ne sont pas totalement fondées. Donc, pour répondre à votre question, lorsque vous me demandez, est-ce que... La razzia. La razzia, oui. On va vers une razzia historique, c'est ce que... Effectivement, on va vers une razzia historique. Et cela va s'expliquer par le plébiscite du président Ouattara. Bien sûr, bien sûr. Depuis 15 ans, il est là. C'est à quel moment il est parti? Je pense qu'actuellement, j'ai la parole. Oui, je pense que aussi dans réfléchir ta mémoire. D'accord, allez-y rapidement. Oui, rapidement, ça sera une razzia totale. Puisque déjà, nous avons des poids lourds qui sont dans l'arène, à savoir M. Meïlé, le vice-président, M. Meïlé Tine, Meïlé Kone et Timoko, qui sont dans cette bataille politique. Et nous avons aussi des cadres, non des moindres, à savoir M. Bitogo, qui est venu nous prendre. Je vous en prie. On a presque tous les ministres qui sont toujours là. Pratiquement tous les ministres, sauf que Françoise Remac, candidate. Sauf que tous ces ministres étaient là, sauf que c'est pas le même bastion dans lequel il se trouve. Par exemple, lorsque je prends le cas de PAM, le premier, Adama Bitogo, qui se retrouve à Yopougon. Exactement. Donc, il est toujours d'accord. Donc, c'est pour dire que ça sera une razzia totale et j'ai la certitude certaine. Alors, monsieur, on va terminer avec cette autre actualité. Comme vous le savez, demain samedi, autant pour moi, 8 novembre 2025, le PPACI projetait de faire une marche nationale. La marche n'aura pas lieu. Le PPACI a produit un communiqué. Je vais vous lire le communiqué. Le PPACI informe l'ensemble de ses militantes, militants et sympathisants que les obsèques des camarades tombés à Yamoussoukro lors des manifestations contre le 4e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara se tiendront le samedi 8 novembre 2025. À cette occasion, le président du parti, son Excellence Laurent Gbagbo, a instruit la direction du parti de privilégier une mobilisation pour rendre hommage à nos disparus. Le PPACI invite tous les militants à se rendre à Yamoussoukro pour soutenir les familles des défunts. En conséquence, le PPACI, fidèle à son engagement en faveur de la paix, de la démocratie et de la dignité humaine, a décidé de reporter la marche initialement prévue le samedi 8 novembre 2025 à une date ultérieure. Le parti invite les militants à demeurer mobilisés, disciplinés et solidaires dans l'attente de nouvelles dispositions. Fait à Abidjan le 7 novembre 2025, la direction du PPACI. On précise que bien avant ce communiqué, le préfet d'Abidjan avait fait sortir une note pour faire comprendre au PPACI qu'il n'était pas autorisé à faire cette marche. Réaction, Béta Michel. Vous savez, on est en train de... 30 secondes pour chacun. On est en train de nourrir les ingrédients d'une autre crise post-électorale. On a vécu... Moi, souvent, c'est pourquoi je dis, mais attends, on va... Qu'est-ce que le président Ouattara a pour nous sortir de ces crises à répétition-là? Voilà que une marche est prévue, elle est interdite. Samedi, ils vont pleurer les morts. Mais ça a aussi mobilisé des personnes. Ce serait presque comme une marche. On n'est pas sorti de l'ornière. Il faut vraiment, je pense que c'est pourquoi j'ai dit une des priorités du mandat du président Ouattara pour ces 4 ans, c'est de donner un sens
plus pointu à la gouvernance et de rapprocher les différentes entités en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas laisser les clivages se creuser et faire semblant comme si on ne les voit pas. D'accord. Thierry, en 30 secondes, nous sommes à la fin. Il y a la pression sur moi. Oui, je serai très succinct et je dirais la marche, le report de la marche est le bienvenu dans la mesure où déjà cette marche avait été déjà interdite par le préfet d'Abidjan. Et donc la marche pourquoi? La marche pour réclamer quoi? C'est quatrième mandat, le quatrième mandat, comme ils le disent? Non. Je pense que cette marche, si elle a été reportée, les arguments avancés, bon, je dirais, bon, c'est un peu superflu ou fallacieux. Sans être très méchant, je dirais que la marche le report est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, messieurs. On va s'arrêter là pour ce numéro de la revue de presse grand format. Merci d'avoir été sur ce plateau et de nous avoir donné vos analyses sur les sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine en Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Bon week-end à toutes et à tous.